vais présenter juste ce webinaire est organisé par le groupe Santé Prévention de la Fédération des parents d'élèves PEP. On va parler d'un sujet qui nous a été énormément demandé. Voilà, donc je passe la parole à Madame Lépine. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être présente. Donc je me présente, je suis Florence Lépine, je suis coordinatrice des actions de sensibilisation chez Règles élémentaires, qui est la première association de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles en France. Donc peut-être aussi pour vous présenter un petit peu les enjeux en fait, notamment de lutter contre la précarité menstruelle et le tabou des règles en milieu scolaire. Je vais vous présenter un PowerPoint aussi pour peut-être visualiser un petit peu certains chiffres, etc. Et puis laisser évidemment un temps de questions-réponses à la fin. Je veux bien que vous partagiez du coup la présentation que je vous ai envoyée. Peut-être aussi déjà pour introduire la précarité menstruelle, qu'est-ce que c'est? Peut-être aussi un peu une brève définition. Ça désigne en effet les difficultés économiques à se procurer des protections, en fait, des produits périodiques en période de règles. Donc ça comprend aussi le fait que soit on n'est pas du tout accès à ces protections. Ça peut être le cas par exemple pour des personnes qui vont être sans abri, mais aussi le fait d'avoir un nombre insuffisant de produits en fait en période de règles fait également partie de cette précarité menstruelle. Donc le fait de ne pas pouvoir avoir accès à ces produits, ça peut conduire à de nombreux troubles, on dit nous, physiques, donc qui peuvent être liés à des mycoses, des petites infections, parfois un syndrome du choc toxique, on pourra y revenir ensuite, mais également pas mal de nombreux en fait aussi aux conséquences qui sont psychologiques, le fait de devoir garder parfois une protection trop longtemps, plus longtemps que prévu, ça peut en fait provoquer déjà même une charge mentale du fait d'avoir peur d'avoir une tache par exemple sur son pantalon, mais ça peut aussi jouer beaucoup sur l'estime de soi. On peut avoir un sentiment d'humiliation, des pertes de confiance en soi, et notamment on y reviendra, mais au niveau scolaire, c'est aussi souvent des retours qu'on peut avoir sur un manque de concentration, quelque chose en fait d'omniprésent aussi mentalement, du fait que on n'est pas, en fait, on ne puisse pas changer même assez aussi souvent qu'on le souhaiterait une protection. Pour vous donner quand même quelques chiffres aussi sur c'est quoi le coût des règles en France. C'est à peu près, donc déjà c'est 12 ans et demi, c'est l'âge moyen aujourd'hui encore des premières règles en France. Donc la dernière étude date du début des années 2000, donc on le constate aussi de plus en plus aujourd'hui. Les règles peuvent même parfois arriver dès l'âge de 8 ans. Parfois, ça peut aussi arriver à l'âge de 18 ans. Mais encore aujourd'hui, la moyenne est de 12 ans et demi. Ça, c'est aussi à ajouter le fait que les règles vont s'arrêter à un moment donné. L'âge de la ménopause aujourd'hui, ça reste 51 ans. À nouveau, ça peut arriver avant, ça peut arriver après. Et on estime qu'une personne va avoir en moyenne 450 cycles aussi menstruels au cours d'une vie. Ça, à nouveau, c'est une moyenne. Et 8 000 euros, c'est en effet le budget menstruel qu'on va consacrer en moyenne au cours d'une vie pour ces règles. Donc, ça permet aussi d'avoir un peu un ordre d'idée du coût consacré en fait aux règles pendant toute une vie pour une personne menstruée. Pour vous dire, en France aujourd'hui, et ce sont des chiffres qui datent d'un dernier baromètre que l'association Règles alimentaires, en partenariat avec Opinionway, a publié en mars dernier, on estime que c'est près de 4 millions de personnes qui souffrent de précarité menstruelle chaque mois en France. Donc à nouveau, c'est le fait, dans cette précarité menstruelle, le rappel, c'est le fait de ne pas avoir du tout accès à des produits ou de ne pas avoir accès à suffisamment de produits aussi pendant ces règles. On pourrait même élargir en fait la définition de la précarité menstruelle au fait qu'on n'ait pas forcément aussi accès à un savoir autour des règles, donc à de nombreuses connaissances qui peuvent aussi conduire à des troubles à la fois psychologiques, physiques, pour des personnes aussi qui ont leurs règles. Un chiffre également sur le fait que une des dernières études montre, c'est notamment Plan International l'an dernier, qui montre qu'une fille sur deux a déjà manqué l'école à cause de ces règles. Et c'est plus d'une fille sur trois qui a par ailleurs honte de les avoir. C'est un chiffre qui est assez édifiant aussi. On n'a pas forcément toutes les raisons en fait très expliquées sur ce chiffre. Pourquoi est-ce qu'on louperait ces règles à cause de l'école? Ça pourrait être dû à un état de précarité menstruelle. Ça pourrait être aussi dû au fait qu'on a intériorisé beaucoup un tabou également. Il y a pas mal de jeunes filles qui manquent également l'école à cause de douleurs. On pourra y revenir évidemment par la suite. Donc c'est aussi pour vous dire que la santé menstruelle, donc, nous c'est un terme qu'on trouve aussi important parce qu'il englobe à la fois le fait que les règles, ça fait partie d'un système de santé beaucoup plus global et il y a énormément d'enjeux d'égalité derrière la santé menstruelle. Pour vous dire un petit peu, il y a des inégalités en termes d'opportunités. Le fait en fait d'être en situation de précarité menstruelle conduit souvent à un décrochage scolaire. Donc il y a des personnes qui peuvent louper parfois jusqu'à une semaine d'école par mois
pendant plusieurs années. Donc en effet, ça a vraiment un impact direct sur leur scolarité. Il y a évidemment même plus tard un absentéisme qui peut se retrouver dans le milieu professionnel et ou des difficultés de réinsertion. On va pouvoir par exemple manquer très concrètement un entretien d'embauche. Ça peut aussi être directement lié à des conséquences de la précarité menstruelle. Sur des enjeux aussi d'égalité, on va dire, filles-garçons, il y a encore aujourd'hui qui persiste beaucoup de moqueries et d'humiliations par rapport aux règles, mais il y a également aussi une grosse persistance des tabous. On a intériorisé beaucoup de représentations sociales, de stéréotypes de genre qui vont être liés directement aux règles. Et enfin, des inégalités aussi en matière de santé. Le fait qu'on s'intéresse trop peu encore aujourd'hui aux règles, le fait qu'on n'ose pas encore en parler, qu'il y a encore énormément de tabous, ça conduit directement à une méconnaissance en fait des troubles menstruels, des pathologies qui vont être liées aux règles. Je sais qu'après on reviendra plus en détail par exemple sur l'endométriose, mais il y a également d'autres troubles qui vont être liés aux règles. Et encore aujourd'hui, l'état de la Excusez-moi de vous recherche est couper. quasi inexistant en fait sur le sujet des règles. Ça s'ajoute à cela également l'invisibilisation des sujets qui sont liés aux règles, une silenciation des vécus. Donc, quand on dit silenciation des vécus, c'est aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas directement parler en fait de ce qu'elles peuvent vivre. On a souvent tendance à uniformiser aussi ce que peuvent être en fait le cycle menstruel d'une personne, alors qu'en fait on se rend compte qu'il y a énormément de vécus qui sont très différents en fonction des personnes qui vont avoir leurs règles. Et en effet, du coup, ce que je disais déjà, mais un manque de recherche cruciale et de traitements qui vont être adaptés. Encore aujourd'hui, en fait, on ne guérit pas de l'endométriose, je le répète. Ce sont du coup, à nouveau, par exemple, pour le cas de l'endométriose, on attend encore 7 ans avant de pouvoir être diagnostiqué de cette maladie. Donc ça, c'est encore des chiffres qui sont à nouveau assez édifiants. Si je vous dis ça aussi, c'est notamment en fait pas mal de personnes quand on les interroge, pourtant il y a une volonté en fait de vouloir mettre le sujet des règles à l'agenda à la fois politique, social, scolaire. On estime notamment, c'était une étude de l'année dernière qui disait que près de 100% des personnes qui ont entre 16 et 19 ans sont favorables à un enseignement en fait menstruel formel. Ça voudrait dire que on aimerait en fait pouvoir intégrer le fait de parler des règles au sein de sa scolarité et pas uniquement par exemple sur quelques lignes en quatrième dans un cours de DSVT un peu classique. On aimerait pouvoir avoir un cours dédié sur tous les enjeux que peuvent représenter les règles. Et c'est notamment même 80% des Français françaises qui pensent aujourd'hui que la précarité menstruelle, c'est un enjeu de santé publique. Je le dis par exemple par rapport, pour un point de comparaison, l'Écosse, qui est un de nos voisins en fait, a, elle, depuis l'année dernière aussi, mis en place un véritable agenda politique, une véritable politique de santé publique autour des règles, en rendant accessible à un plus grand nombre l'accès aux protections périodiques au sein du pays. Et enfin, je disais, c'est près de 90% à nouveau des Français et Françaises qui sont favorables à la mise à disposition gratuite de protections périodiques pour les personnes qui en ont besoin. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites, mais il faudrait encore aller plus loin. Par exemple, et je ne l'ai pas forcément mentionné, mais nous, en fait, en tant qu'association de référence de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles, si je reviens un petit peu juste sur la genèse de l'association, c'est donc une association qui a été fondée à la fin de l'année 2015 par un groupe d'étudiants et étudiantes, et notamment en fait une étudiante qui avait fait un échange en Angleterre et qui s'est rendue compte en participant à des maraudes que des protections périodiques étaient systématiquement en fait distribuées à des personnes qui étaient en situation de précarité, chose qu'elle n'avait jamais observée jusqu'alors en France. Et lorsqu'elle est rentrée de cet échange en Angleterre, elle a décidé de créer cette association, d'abord pour collecter et redistribuer des produits périodiques pour des personnes qui en avaient besoin. Sauf que plus on collectait et plus on redistribuait des protections périodiques, on s'est également rendu compte qu'il y avait un manque crucial d'informations. Il y avait un manque crucial en fait de connaissances, en fait d'enseignement à proprement parler sur les règles, et donc aussi beaucoup de méconnaissances sur le fonctionnement plus global en fait de son corps. Donc c'est aussi pour ça que l'association a commencé à développer des actions de sensibilisation et notamment des actions de sensibilisation auprès des jeunes. Je me concentrerai peut-être aussi juste sur les jeunes pour pouvoir en parler un peu plus directement avec vous. Ça fait donc quelques années que nous développons notamment des ateliers de sensibilisation en milieu scolaire. Pour vous en donner un aperçu, c'est des ateliers qu'on va proposer du CM1 jusqu'à l'université et un atelier en fait un peu classique qu'on propose notamment au niveau du collège. Ça va être justement de pouvoir parler pendant 1 heure et demie à 2 heures
de ce que sont déjà les règles. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Quel est le fonctionnement physiologique à proprement parler des règles? Mais également, en fait, de créer un espace pour pouvoir déconstruire toutes les idées reçues, tous les stéréotypes qu'on peut avoir autour des règles et de montrer comment toutes ces idées reçues, elles vont alimenter en fait des tabous autour des règles. C'est quoi un tabou? Comment est-ce qu'il se manifeste concrètement quand on parle des règles? Par exemple, dans le langage, dans la manière dont on va parler des règles, le fait qu'on utilise parfois des expressions, des noms de code pour parler des règles et ne pas nommer le terme règle. Je vous en donne un exemple, hein, mais les ragnagnas, les Anglais ont débarqué, code rouge, semaine rouge. Bon bref, il y a plus de 5000 expressions dans le monde aujourd'hui qui désignent le fait d'avoir ces règles sans jamais prononcer ce terme règle. Et il y a donc un enjeu aussi de pouvoir le visibiliser. On explique aussi que utiliser les bons mots, c'est un moyen aussi de bien comprendre un phénomène, en l'occurrence celui des règles. Au cours de cet atelier, on montre également en fait ce que sont les différents types de protections périodiques qui existent. Ça, à nouveau, parce que c'est quelque chose dont on ne parle que trop peu, en fait, déjà de toutes les protections périodiques qui peuvent exister, à la fois leur coût économique, parfois aussi les enjeux autour de l'écologie, notamment sur les protections réutilisables, et surtout les impacts que ça peut avoir sur la santé. Combien de temps je dois garder une protection? Combien de temps je dois la changer? Est-ce que je peux dormir avec un tampon la nuit? C'est pas mal de questions qui nous reviennent en fait au cours de ces ateliers. Et ça fait aussi assez bien la transition avec une introduction sur la précarité menstruelle, puisque quand on pose la question combien coûtent ces protections, on se rend compte que ça coûte très très cher. C'est toujours les retours qu'on peut avoir en fait des différents élèves, et ça permet aussi d'introduire ce que c'est la précarité menstruelle, qui est concerné, combien en fait ça va coûter en moyenne pour une personne d'avoir ses règles, ce que je vous disais, environ 8 000 € au cours d'une vie. Donc voilà, c'est aussi en fait essayer de en fait, ces ateliers, je ne l'ai pas précisé, mais se font en mixité. C'est un enjeu aussi essentiel pour nous de sensibiliser à la fois les filles et les garçons. Donc c'est aussi pour ça que, ne serait-ce que pour développer en fait aussi l'empathie, pour pouvoir se mettre à la place d'une personne qui a ses règles. Donc voilà, c'est aussi tous ces enjeux-là. Je fais aussi une toute petite parenthèse, puisque ces ateliers que je vous dis un petit peu classiques, c'est des ateliers qu'on va proposer de la 6e, 5e jusqu'à la terminale. En revanche, on l'observe aussi, je vous le disais tout à l'heure, les jeunes filles, on l'observe, vont avoir leurs règles parfois de plus en plus tôt. Donc parfois aussi, ça peut arriver dès le CM1, CM2. Et il n'y a par exemple aussi pas forcément d'infrastructure adaptée. On n'en a pas forcément parlé. En fait, on sait, même en tant que parent, en tant qu'enseignant, enseignante, c'est des choses en fait qu'on ne pouvait pas forcément appréhender quand on est dans une classe de CM1, CM2. Et c'est aussi pour ça qu'on a commencé, nous, à développer des ateliers qui ne parlent pas uniquement des règles, mais qui vont plutôt en fait se faire en 3 temps, donc 3 ateliers d'1 heure, qui vont partir du corps, sur vraiment en fait pouvoir faire le lien entre le corps et les émotions, pour ensuite parler en fait de l'autonomie corporelle, vraiment essayer aussi d'introduire la notion de consentement quand on parle aussi de son propre corps, et enfin en 3e séance, vraiment d'introduire tout ce qui va être relatif à la puberté, avec un focus particulier sur les règles. À nouveau, ces ateliers se font en classe entière et c'est un peu plus progressif aussi, un peu plus doux. Donc, ça permet d'introduire le sujet finalement de manière plus fluide. Évidemment, je pourrais préciser, détailler un petit peu tous ces ateliers, mais c'était pour vous donner un aperçu plus globalement en fait de ce qu'on peut proposer en milieu scolaire, mais également extrascolaire. Ça nous arrive aussi de pouvoir intervenir par exemple en centre de loisirs. Ça peut aussi arriver en colonie. Enfin voilà, c'est des choses aussi qu'on peut aussi vraiment, dès qu'il y a un enjeu aussi de sensibiliser sur cette question-là. Très rapidement, et j'en aurais fini, mais initialement, en fait, le cœur historique de l'association, et ça reste aussi, on conserve cette activité de pouvoir collecter et de redistribuer des protections à des personnes qui en ont besoin, en fait, et également de former les agents-agentes. Donc, toutes les personnes au sein de collectivités qui vont pouvoir, en fait, être en contact avec ces publics qui bénéficient de nos protections périodiques. Mais on forme également, par exemple, le personnel de l'éducation nationale, toutes les équipes éducatives de manière générale. Ça peut être des éducateurs, éducatrices, animateurs, animatrices, par exemple, en centre de loisirs. Vraiment aussi de pouvoir, en fait, leur montrer, en fait, les enjeux autour de la précarité menstruelle et de la santé menstruelle plus globalement. Ces ateliers se sont faits également auprès de publics que nous, on dit bénéficiaires, mais ça, on pourra en parler si vous le souhaitez plus longuement, mais c'était pour vous donner un peu, en tout cas, un aperçu un peu global. Je vous remercie et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.
Bonsoir docteur, docteur Tessner, l'autre qui sera l'autre intervenante juste après. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Donc nous allons prendre, nous avions quelques remarques. Donc pourquoi en CM1, CM2, mais vous avez un petit peu répondu déjà à partir de l'âge des premières règles des 8 ans. Vous parliez donc de 8 000 € pour une vie de femme, ce qui paraît énorme, ce qui est énorme, c'est pas pareil, mais ce qui est énorme. Et est-ce que vous avez connaissance de choses qui se font par rapport à la précarité, c'est-à-dire pour récupérer, vous faites de la sensibilisation, est-ce que vous participez apparemment pour récupérer du matériel pour le mettre à disposition? Comment ça se passe? Est-ce que c'est pour nous, à titre des boîtes à tiroirs où les jeunes filles vont se servir, ou est-ce qu'on passe par le CPE, ou est-ce qu'on passe par les enseignants? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. En effet, c'est effectivement en fait une question aussi qui revient souvent. Donc nous, en tout cas, juste aussi pour recontextualiser, l'association en fait, elle va collecter et redistribuer. Donc par un système, on a des partenaires redistributeurs, donc nous on ne redistribue pas directement, mais en fait on est en contact avec beaucoup d'associations sur le territoire français, la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, enfin énormément en fait d'associations qui vont redistribuer ces protections à des personnes qui en ont besoin. Ça c'est sur le volet des publics qui vont pouvoir bénéficier de nos protections. Donc ce sont des personnes qui vont être en situation de précarité menstruelle. Sur le volet pédagogique au sein du milieu scolaire, c'est un rôle en fait qui est aujourd'hui étatique. Donc c'est quelque chose en fait, nous on ne peut pas distribuer parce que déjà on ne pourra pas forcément collecter ou distribuer des protections pour l'ensemble des élèves sur le territoire français. Et donc c'est aussi pour ça que depuis quelques années déjà, mais notamment depuis 2020, a commencé en fait à apparaître la mise en place de distributeurs de protection périodique au sein des établissements scolaires. Donc ça aussi, les établissements vont pouvoir notamment répondre à des appels à projets pour pouvoir installer ces distributeurs, et c'est en effet un moyen direct de lutter contre la précarité menstruelle. Vient ensuite la nécessité de pouvoir réapprovisionner, etc., ces distributeurs de protection, mais c'est aussi du coup tout un enjeu, c'est autour de la mise à disposition et autour de l'installation de ces distributeurs. C'est souvent aussi dans ce cadre-là que nous, en tant qu'association, on va pouvoir venir sensibiliser. Parce que c'est vrai qu'installer un distributeur sans expliquer c'est quoi la précarité menstruelle, pourquoi c'est important aussi de parler des règles en milieu scolaire, parfois en fait on ne peut pas forcément faire directement le lien. Donc ça c'est un des moyens. Il y a également aussi des initiatives, mais qui restent à l'échelle territoriale, qui vont être de distribuer des protections aussi réutilisables pour certains élèves. Et je le rappelle aussi, le 6 mars dernier, donc Elisabeth Borne, la Première ministre, a également aussi annoncé que les protections réutilisables, donc dans les protections réutilisables, vous avez les culottes de règles ou culottes menstruelles, les serviettes lavables et les cups ou coupes menstruelles, vont pouvoir en fait être accessibles gratuitement à des jeunes de moins de 25 ans à partir de 2024. Donc là, ça a été annoncé. Maintenant, on va voir aussi concrètement comment est-ce que cela va pouvoir se mettre en place. Mais en tout cas, à partir de l'année prochaine, les jeunes de moins de 25 ans pourront en fait avoir de manière gratuite accès à ces protections réutilisables. Il y a aussi un enjeu justement ici, là, plus de mettre l'accent aussi sur les aspects, en fait, les enjeux écologiques autour des règles. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu assez clairement à la question, mais je peux bien sûr détailler. Oui, alors je vais préciser, si vous me permettez, si une école ou une structure souhaite proposer gratuitement, est-ce qu'il doit vous contacter et vous le remettez en contact avec une structure qui existe déjà dans le coin qui peut les appuyer, ou est-ce que vous avez un mode opératoire? Alors pour ce qui va être justement ça va dépendre quelle structure, si c'est vraiment en fait une école en fait agréée, enfin vraiment au niveau de l'éducation nationale. Je pensais à une école. Ouais, non, donc si c'est le cas, en fait c'est vraiment en fait à l'établissement de pouvoir, pour mettre en place un distributeur, de pouvoir en fait répondre à un appel à projet, essayer de trouver des fonds pour mettre en place ces distributeurs-là. Ce sont en fait des fournisseurs de distributeurs de protection périodique qui sont en charge de cet aspect-là. En tout cas, moi, il n'y a pas de problème pour vous en citer, mais en tout cas, on ne travaille pas directement, donc c'est pas de notre fait, on ne fournit pas ces distributeurs-là. Oui, je vois juste en fait aussi j'ai vu passer, j'ai pas pu lire en même temps que je présentais, mais j'ai vu passer aussi quelques remarques sur le fait que on peut aussi avoir du mal à avoir accès aux toilettes quand on est en établissement scolaire. Je le précise aussi parce que c'est des retours que j'ai souvent aussi d'élèves sur cet aspect-là. Et en effet, en fait, il y a un vrai travail. En fait, il y a aussi à faire avec toutes les équipes éducatives au sein d'un établissement
pour pouvoir justement en fait rendre accessible de manière permanente, ou en tout cas dans des bonnes conditions et le plus souvent possible à des personnes qui ont leurs règles, mais pas que. Ça, c'est aussi des choses qui remontent. Donc, c'est aussi pour ça que je vous parlais justement, nous, de former. Il y a un enjeu aussi, à la fois, comme on peut former les élèves, les sensibiliser sur cette question-là, de également former, en fait, les équipes éducatives. Toutes les personnes qui vont être en lien, en fait, avec les élèves pour leur expliquer à quel point aussi, parfois, que ce soit pour des troubles, que ce soit pour parfois aussi des règles qui peuvent être abondantes, que ce soit pour des règles inattendues. Ça peut arriver à n'importe quel moment. On ne sait pas exactement forcément quels jours vont tomber nos règles, de la nécessité en fait de pouvoir avoir un climat bienveillant en fait qui est instauré au sein des établissements scolaires. Donc en effet, je le note. Alors, vous avez parlé que vous intervenez dans les établissements trois reprises. Comment les établissements vous contactent et est-ce qu'il y a un coût financier pour ces établissements? Est-ce qu'il y a des financements aussi possibles? Ouais. Et est-ce que vous intervenez sur toute la France? Alors aujourd'hui, donc pour répondre un petit peu dans l'ordre, alors oui, souvent en fait c'est soit des établissements qui vont nous contacter directement et auquel cas en fait on essaye de pouvoir d'intervenir. Donc nos ateliers ont un coût financier. La plupart du temps en fait, notre travail c'est aussi de soit proposer à l'établissement de répondre à un appel à projet, donc pouvoir obtenir une subvention pour pouvoir faire financer ces ateliers. À savoir que ces ateliers, en fait, ils s'inscrivent aussi dans différentes thématiques, que ce soit en fait l'accès à la citoyenneté, l'égalité filles-garçons, la santé. Donc c'est aussi, il existe aussi que ce soit des budgets dédiés, des subventions, pour pouvoir faire financer ces ateliers. Et au maximum, nous également, on répond aussi à l'échelle souvent d'un territoire à des appels à projets pour pouvoir, nous à l'inverse, proposer aux établissements d'intervenir. Donc, on va par exemple passer aussi parfois par le biais de cités éducatives sur l'échelle d'un territoire pour pouvoir intervenir à la fois au niveau du primaire, du collège, parfois aussi du lycée et ou de l'université. C'est un moyen aussi de pouvoir en fait faire un projet un peu plus global. Sur le territoire aussi, alors oui, notre association aujourd'hui, elle est basée à Paris. Mais en fait, on a des antennes bénévoles un peu partout. Donc, ce sont des antennes bénévoles qui s'occupent majoritairement de la collecte et de la redistribution. Il y a un enjeu à moyen terme aussi de pouvoir avoir des équipes de sensibilisation un peu partout sur le territoire. Donc, aujourd'hui, et notamment moi avec d'autres collègues, en tout cas, on se déplace. Donc, on peut tout à fait se déplacer sur l'ensemble du territoire français, mais il y a aussi des frais de déplacement à intégrer. Donc, encore aujourd'hui, ça reste majoritairement en Île-de-France. Mais en effet, oui, je suis déjà intervenue un peu partout dans différents départements. Est-ce que vous auriez dans le public d'autres informations? Alors, il y a beaucoup de remarques sur les problèmes de toilettes non accessibles et où les enfants doivent attendre, doivent patienter pour aller aux toilettes et doivent se retenir, ce qui est inadmissible. J'ai vu passer certains établissements qui faisaient des questionnaires, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est généralisé au niveau national ou pas. Je vois également aussi, donc je pense que même sur la question des règles douloureuses, donc en effet, c'est aussi l'enjeu, c'est déjà aussi de parler même des règles de manière fait de faire le lien aussi avec la santé. Donc il y a aussi un vrai enjeu, par exemple, de ne pas normaliser sur la question des règles douloureuses. Pour nous, c'est très important parce qu'encore aujourd'hui, quand on pose la question, déjà les règles, c'est quoi? Il y a souvent aussi, ça fait mal. Mais alors, qu'est-ce que la douleur, en fait? Est-ce que c'est normal? Oui, en fait, physiologiquement, l'utérus il peut se contracter, ça peut provoquer quelques crampes. Ça va être pas forcément très abordé agréable. par le docteur juste après. Mais voilà, donc c'est pour ça que je n'empiète pas, mais c'est pour vous dire aussi, il y a juste nous un enjeu en tout cas de ne pas du tout normaliser ces douleurs en fait liées aux règles. Voilà, mais je n'empiète pas, je laisserai le docteur en parler mieux. Voilà, peut-être qu'effectivement, on pourrait passer à la présentation du docteur Thénière et qui, je pense, va créer de nouvelles questions. Et ensuite, ça peut être une réponse à deux voix. Alors, merci à ma prédécesseuse pour sa présentation. Donc, moi, je me présente, Virginie Thénière, je suis gynécologue à Paris. Et en cabinet, après avoir eu une pratique très hospitalière, je suis amenée à vous parler des troubles des règles. Alors, je n'ai pas pris strictement, uniquement les règles douloureuses parce que en fait, concernant les jeunes filles, en fait, je pense qu'il faut parler des règles douloureuses, mais aussi des troubles des cycles de façon générale, parce que si on ne leur en parle pas, elles peuvent penser que c'est normal et qu'il ne faut pas en parler. Donc, c'est important que chacun et chacune soit sensibilisé à ça. Outre la douleur, il peut y avoir d'autres problématiques autour des cycles pour lesquelles il faut qu'elles puissent être à l'aise d'aller en parler, que ce soit aux parents ou aux professionnels éducatifs.
Et puis, alors, j'ai aussi abordé la précarité menstruelle, mais qui a dû déjà être bien abordée. Donc, alors, je vous ai quand même remis un petit peu la physiologie du cycle menstruel pour qu'on puisse comprendre la suite. Donc, durant le cycle menstruel, la muqueuse utérine, qui s'appelle l'endomètre, en fait, c'est ce qui tapisse l'intérieur de la cavité utérine, s'épaissit. Généralement, effectivement, c'est pour accueillir ou non un embryon en vue d'une grossesse. Quand il n'y a pas de grossesse qui survient, les règles se déclenchent. Donc, parallèlement à l'épaississement de l'endomètre, il y a un cycle ovarien. Alors, donc, il y a en fait effectivement aussi parallèlement à ça, une cellule qu'on appelle l'ovocyte, l'œuf, en fait, qui va évoluer pour éventuellement être fécondé. Donc, pour parler du cycle chez la jeune fille ou chez la femme, par convention, le premier jour du cycle correspond au premier jour des règles. La croissance de cette muqueuse, en fait, commence à partir du 5e jour et dure tout le cycle et finit généralement autour de 5 mm à la fin du cycle, qui souvent est autour de 28 jours. Alors tout ça, en fait, c'est des rappels, mais c'est important parce qu'en fait, on va savoir ce qui est à peu près normal et ce qui ne l'est pas, et ça permet d'identifier quels sont les besoins éventuels chez les jeunes filles qui n'ont pas un cycle considéré comme normal. Donc le cycle est contrôlé par les hormones. On note 2 phases. La première phase entre le premier jour des règles et l'ovulation s'appelle la phase folliculaire. Et la phase lutéale, deuxième partie de cycle, c'est là où l'endomètre va s'épaissir pour donner les règles après. Le schéma à côté vous explique un petit peu les changements hormonaux. Je pense que c'est peut-être pas nécessaire c'est intéressant, mais je vais pas tout détailler non plus. La connaissance du cycle est importante pour aborder l'étude des troubles de la menstruation. Et effectivement, le cycle menstruel n'est pas toujours réglé comme du papier à musique. Donc là, je vais vous donner un aperçu des différents troubles que l'on peut rencontrer. J'aborderai aussi les règles douloureuses. Voilà, donc quand les règles deviennent un handicap, c'est là où effectivement, il faut évidemment, nous concernant, consulter, mais surtout oser en parler, soit aux parents, soit à l'infirmière de l'école si elle est là, ou professeur, enfin en tout cas aux personnes qui possiblement seront des référents dans les établissements scolaires. Donc en fait, est-ce normal si on n'a pas ces règles, ce que nous on appelle en gynécologie l'aménorrhée? Non, ce n'est pas normal dans certains cas. Donc, c'est effectivement soit une aménorrhée primaire, c'est-à-dire quand les jeunes filles n'ont jamais eu leurs règles. Nous, on commence à considérer que ce n'est pas normal quand les patientes n'ont pas, au-delà de 16 ans, eu leurs premières règles. Ça peut aussi apparaître secondairement, c'est quand la jeune fille a déjà eu des règles et que les règles s'arrêtent. Donc, il n'y a pas forcément à s'inquiéter, sauf si ça dépasse une durée de 3 mois. Là, on commence à se dire que ce n'est pas tout à fait normal. Il est évident, en fait, que dans certains cas de fatigue importante, de contrariété, les règles peuvent être moins régulières, mais quand ça dépasse 3 mois, ce n'est pas normal. On peut aussi avoir des cycles qui sont trop courts ou trop longs. Même si d'une personne à l'autre, d'un cycle à l'autre également chez une même femme, il peut y avoir des différences dans la durée des règles. Il y a des anomalies qui sont à repérer lorsque la fréquence des règles est trop importante, c'est-à-dire que vous avez des cycles qui reviennent à moins de 3 semaines d'intervalle, ce n'est pas normal. Si les règles sont trop espacées, bon, c'est plus confortable, mais ce n'est pas normal si ça dépasse 35 voire 40 jours. Tout ça, fait partie des choses dont il faut pouvoir parler. Alors, c'est plus ennuyeux pour les jeunes filles, et notamment dans le cadre de la précarité menstruelle, quand les règles sont très rapprochées. Quand les règles sont longues et abondantes, donc nous, on parle de ménorrhagie ou d'hyperménorrhée. Donc là, en fait, on est sur l'abondance des règles lorsque les saignements durent plus que 7 jours, ou, alors ça, c'est des définitions, plus que 80 millilitres, il faut imaginer en fait par jour plus d'une tasse à café pleine. Alors ça paraît pas énorme comme ça, mais très rapidement, ça devient handicapant avec des fuites éventuelles pour lesquelles les jeunes filles sont en situation de handicap et de honte aussi quand il y a des taches. Donc quand on commence à avoir plus de 6 protections pleines par jour avec parfois des caillots, c'est pas normal. À l'opposé, mais encore une fois, là, c'est pas tellement problématique. Les règles peuvent être très diminuées. C'est plus, en fait, un motif de consultation en gynécologie qu'un motif de consultation à l'école parce que là, effectivement,
le handicap n'est pas tout à fait le même, mais ça peut être un motif de consultation. Un des sujets aussi importants, donc en fait, les règles douloureuses qui dans notre jargon sont appelées les dysménorrhées. Donc là, c'est lorsque les règles s'accompagnent de douleurs, mais pas uniquement. C'est-à-dire que c'est des douleurs très importantes au ventre, mais ça peut s'accompagner de nausées, de troubles digestifs, qui sont soit de la diarrhée, soit de la constipation, soit l'alternance des deux, des maux de tête, des vomissements, qui bien évidemment, dans un milieu scolaire, représentent un handicap et qui peuvent être un motif d'absentéisme scolaire. Donc, ce phénomène apparaît souvent dès les premières règles chez la jeune fille, mais il peut aussi se dévoiler secondairement de façon progressive avec des douleurs d'intensité croissante, raison pour laquelle il faut absolument consulter si c'est le cas, si des antalgiques simples ne sont plus efficaces. Nous, notre priorité dans ce cas-là, c'est de traiter évidemment la douleur. Donc, on commence avec du Doliprane et parfois on est obligé de donner des anti-inflammatoires. Chez certaines jeunes filles, on peut même être amené à prescrire la pilule pour, enfin une contraception, en l'occurrence la pilule, pour améliorer, apaiser leur douleur de règles. Et la raison pour laquelle il faut consulter dans ces cas-là, c'est que la première pathologie à éliminer chez une jeune fille ou une jeune femme qui a des règles très douloureuses, c'est qu'elle peut être le témoin d'une endométriose. L'endométriose, je vous en parle juste après, en fait, a des manifestations de douleur qui, sur une échelle d'évaluation entre 0 et 10, sont souvent qualifiées de plus de 7 sur 10 en termes d'intensité. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, c'est vrai que ça a l'air d'être très scolaire comme ça, mais d'interroger les enfants, savoir à combien ils quantifient leur douleur sur une échelle de 0 à 10, parce que l'appréciation de la douleur, c'est quelque chose de très individuel, mais quand ils commencent à se dire que c'est plus que 7 sur 10, que les antalgiques ne font pas effet, c'est un motif vraiment important de consultation. Également, si à cause des règles, il y a des absences fréquentes à l'école, c'est un motif de consultation et surtout un argument pour se dire que c'est peut-être de l'endométriose. Donc l'endométriose, c'est une maladie qui est multifactorielle, qui résulte de facteurs génétiques. Donc, il y a souvent des familles chez lesquelles il y a plusieurs générations ou des sœurs qui ont de l'endométriose. Il y a des facteurs environnementaux qui ne sont pas encore clairement identifiés et des facteurs liés aux règles. Mais voilà, on n'a pas au reflux des règles lorsqu'il y a le flux menstruel dans la cavité abdominale. Alors, pourquoi certaines femmes en font et d'autres non? Effectivement, c'est multifactoriel et on n'a pas encore identifié tout, mais il y a des familles à risque, donc il ne faut pas hésiter à demander à votre médecin généraliste, si vous n'avez pas de gynécologue, des explorations en ce sens. Alors, donc, l'endométriose, c'est la présence de tissus semblables à l'endomètre. Donc, l'endomètre, on en a déjà parlé, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, sauf que c'est en dehors de la cavité utérine. Donc, ça peut être partout dans le corps. Dans la majorité des cas, en fait, c'est dans la cavité abdominale. Sauf que, comme l'endomètre, ces foyers d'endométriose réagissent aux fluctuations hormonales et s'épaississent en fonction des fluctuations hormonales tout au long du cycle, comme je vous l'ai dit. Et au moment où ça saigne et que ça donne les règles, ça saigne dans le ventre. Et donc, c'est pour ça que ça fait particulièrement mal. En fonction de là où se trouvent les lésions, il peut y avoir effectivement des atteintes au niveau digestif et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir des troubles digestifs associés à ces douleurs de règles importantes. Donc, il ne faut pas hésiter à questionner aussi les enfants, les filles, quand elles ont leurs règles, ça fait mal, s'il y a aussi des troubles digestifs. Des troubles urinaires, je vais le détailler un petit peu après, parce que ça peut aller bien au-delà juste de la douleur abdominale et des règles douloureuses. Donc, je vous ai mis, donc ça provoque aux endroits où ça se trouve, où se trouvent les lésions d'endométriose, soit des nodules, soit des kystes qui vont saigner, provoquer à l'intérieur du ventre des réactions inflammatoires et ça fait ensuite des cicatrisations fibreuses qui vont coller les organes les uns aux autres. Qui, outre le fait de gêner leur bon fonctionnement, en fait, entraînent des douleurs qui peuvent même persister en dehors des règles. Donc, il n'y a pas de corrélation entre la taille des lésions potentielles et la douleur ressentie, sachant qu'il y a aussi des endométrioses qui sont totalement asymptomatiques. Mais si elles font pas mal, de toute façon, elles ne consultent pas, on ne la diagnostique pas. Celles qui posent problème, évidemment, c'est celles qui ont mal. Après, donc là, en fait, je vous ai détaillé, je ne sais pas si vous voyez bien, en fonction de la localisation de l'endométriose, ces symptômes qu'elles peuvent générer, et vous voyez que c'est quand même assez vaste. Donc, l'endométriose, donc là, vous voyez une coupe d'utérus avec
au milieu la cavité utérine où se trouve l'endomètre normalement, et sur les côtés les trompes et les ovaires. Et donc les localisations de l'endométriose, en fait, c'est à l'extérieur de l'utérus, généralement quand même plus autour de l'utérus, sachant qu'il y a la vessie en avant de l'utérus et le rectum, en fait, les voies digestives en arrière. Donc en fait, c'est vrai que c'est souvent des atteintes par proximité. Donc les douleurs de règles, c'est des douleurs liées à l'endométriose quand elle est proche de l'utérus. Les douleurs au moment des rapports sexuels, c'est des douleurs qui sont générées lors des rapports sexuels par les atteintes endométriosiques au niveau du fond vaginal. Il peut y avoir aussi des douleurs urinaires quand il y a une atteinte de l'endométriose sur la vessie. Donc, c'est des douleurs qui sont au moment des règles avec une gêne pour aller uriner. Donc, en fait, on a parfois même en fait, des rétentions d'urine tellement la douleur est importante. Il peut y avoir aussi des saignements du sang dans les urines au moment des règles. Il peut y avoir, quand il y a une atteinte au niveau du tube digestif, en fait, une difficulté pour aller à la selle et une alternance de diarrhée, constipation, des ballonnements. Ça peut générer donc des douleurs pelviennes chroniques liées aux adhérences, des saignements répétés à l'intérieur du ventre et donc une fatigue importante, des douleurs dans le dos, des douleurs aux épaules et plus tard une infertilité. Donc c'est vraiment un motif majeur de consultation. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, enfin en tout cas j'espère que ça va changer, entre le moment où il y a les premières douleurs et le moment où on fait un diagnostic d'endométriose, jusque-là, en fait, il pouvait y avoir entre 5 et 7 ans de retard diagnostique. Donc, c'est important d'interroger les enfants, quel que soit le lien qu'on a avec les enfants, mais évidemment dans un certain cadre, pour évaluer en fait tous ces troubles-là qui ne sont vraiment pas que liés aux douleurs de règles spécifiquement et pouvoir avoir une idée de la possibilité ou non d'avoir une endométriose et de faire rapidement le diagnostic pour les prendre rapidement en charge et qu'il y ait le moins de conséquences possibles. Donc, je vois en fait un chat, 9 ans de galère pour ma fille qui a 26 ans aujourd'hui, avant qu'on prenne en compte ses douleurs. Donc là, 9 ans, bah, en fait, on est dans un délai très important. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est à nous, à vous, de poser toutes ces questions pour arriver à établir le diagnostic le plus tôt possible. C'est vraiment important. Alors avant, on en parlait moins, mais nous, on a toujours fait en sorte d'essayer de trouver le plus tôt possible les lésions d'endométriose. Et donc là, dans le chat, ma grand-mère et moi vont souffrir de nos règles irrégulières, abondantes, constipation, etc. Et voyez, le côté génétique, il est là. C'est qu'en fait aussi, on doit se poser des questions, nous, en tant que parents, si dans notre, même s'il n'y a pas eu de diagnostic, dans notre généalogie, en fait, il y en a déjà eu. Et ça peut mettre la puce à l'oreille pour nos enfants. Malheureusement, en fait. Alors, après cet aperçu de trouble des règles, donc effectivement, là, on va aborder la précarité menstruelle, mais je pense que vous avez déjà dit beaucoup de choses. Donc, pensons aux femmes, en fait, qui ont des règles qui sont abondantes, très rapprochées, et abordons la précarité menstruelle, parce qu'évidemment, c'est elle que ça concerne en premier. Donc, environ 500 millions de filles et de femmes dans le monde, une femme sur 10, près de 4 millions en France, rencontrent chaque jour des difficultés pour gérer leurs règles dans de bonnes conditions, qui ne sont pas uniquement les conditions de l'accès aux protections, mais aussi à l'eau, en fait, pour certaines d'entre elles, en tout cas au sanitaire. Difficultés à l'eau d'une part, des moyens de protection adaptés d'autre part, sont des problématiques de santé publique qui altèrent l'égalité des femmes pour la santé, l'hygiène et la dignité. Alors, je reviendrai sur les traitements de l'endométriose lors des questions, si vous voulez bien. Donc, alors moi, effectivement, j'avais trouvé, et je suis contente finalement que la première intervenante soit de règles élémentaires, parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant et même moi, je ne connaissais pas en fait cette association. Donc, le nombre de femmes en situation de précarité menstruelle a doublé en 2 ans. Le 28 mai, donc c'est la journée mondiale pour la santé et l'hygiène menstruelle. Chaque jour à travers le monde, il y a 800 millions de femmes en âge de procréer qui ont leurs règles. Et dans certains pays, peut-être moins en France, il y a autour des règles en fait des tabous et tout ça crée pour les femmes une situation de vulnérabilité qui fait que les menstruations aujourd'hui doivent être prises en considération et notamment dès les plus jeunes classes. Donc c'est une question de santé, de droit, de dignité, d'égalité et de sécurité. Donc dans la communauté internationale, depuis 2014, il y a un jour qui est consacré à la santé et l'hygiène menstruelle, donc le 28 mai. Le but est de rompre le silence pour lutter contre les interdictions, la honte, la stigmatisation qui sont associées partout dans le monde. Il est nécessaire de rendre accessibles des protections adaptées et sûres afin que
et ainsi que des installations sanitaires appropriées pour que les personnes qui vivent leurs règles puissent jouir pleinement de leurs droits à la santé sexuelle et reproductive, leurs droits à la dignité, à la santé, à l'eau, et effectivement, via le handicap que ça représente, à l'accès à l'éducation, puisqu'effectivement, ça peut être un motif d'absentéisme. Bon, j'imagine que ça, vous l'avez déjà dit, hein, la précarité menstruelle désigne les difficultés pour de nombreuses filles et femmes à se procurer des protections hygiéniques en raison de leurs faibles revenus. En fait, cette situation accroît la vulnérabilité économique des filles et des femmes. Il y a un poids financier qui n'inclut pas que les serviettes hygiéniques, les tampons, mais c'est aussi les antidouleurs et l'achat de vêtements ou de sous-vêtements neufs, en fait. Les dépenses pour l'hygiène menstruelle. Alors moi, j'avais été un petit peu plus à la baisse, en fait, de 4 à 6 000 euros par vie, ce qui déjà paraît énorme. Donc, Madame Lépine a parlé de 8 000, mais effectivement, en tout cas, ça se compte en milliers d'euros, ce qui est énorme. 11 000, le nombre moyen de protection hygiénique jetable utilisé au cours d'une vie. Et sachant qu'un paquet de tampons, c'est 4 euros. Donc, en fait, effectivement, au niveau des protections qui sont jetables, c'est un coût énorme pour chaque personne. Et pour celles qui sont en situation de faible revenu, ça peut être un réel handicap. J'ai refait, mais ça a déjà été dit, la liste de ce qui concerne en fait cette précarité menstruelle. Alors, je vois qu'il y a quand même des messages positifs concernant. Enfin, en fait, non, il n'y a pas que des messages positifs, mais en fait, c'est important. Je vois qu'il y en a qui étaient en colère, etc. Oui, c'est important de l'exprimer parce que l'endométriose, c'est un fléau. Et comme maintenant on en parle, en fait, on peut se dire que c'est pas évitable, en fait. C'est-à-dire que si jamais on doit avoir de l'endométriose, on a de l'endométriose. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on peut arriver à traiter, oui. En fait, il y a de moins en moins de gestes chirurgicaux sur l'endométriose, mais par contre, on traite pas que avec des antidouleurs. Si on veut vraiment arrêter l'évolution de l'endométriose, en fait, on est quand même obligé d'utiliser des hormones. Donc, on ne peut pas traiter les jeunes filles à 12 ans, mais vers 16-17 ans, on peut commencer à mettre en place une pilule qui, si elle n'est pas mise en place à titre contraceptif, sert au moins à éviter la dissémination de l'endométriose et surtout son côté douloureux, mais surtout la dissémination, parce qu'en fait, c'est la première cause d'infertilité chez les femmes. Voilà. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard, monsieur Écart. Je suis le membre du groupe Santé Prévention. Je suis moi-même papa d'une jeune fille qui est atteinte d'endométriose, une jeune collégienne. Ouais. Le plus dur que l'on a dû découvrir dans tout ça, en fait, c'est l'incompréhension des interlocuteurs parce que trop méconnue, parce que difficile à aborder. Elle est sous pilule depuis qu'elle a 13 ans. Parce que c'était pas faisable autrement, dans la mesure où l'irrégularité de son cycle faisait que scolairement c'était plus tenable. On était parfois jusqu'à 3 semaines Sans aller à de l'école. manque sur un mois, voilà. Une angoisse hors norme à l'approche de celle-ci, ça devenait vraiment insurmontable. Donc ça va un peu mieux depuis la mise sous pilule, même si ça reste toujours un peu compliqué. Et c'est vrai, je rebondis sur ce que disait Hélène, le gros souci, c'est l'incertitude en période d'examen. Parce que on arrive à le faire prendre en compte par l'établissement scolaire, on a mis en place un PAI pour encadrer tout ça, pour la transmission des cours quand elle est absente, pour toute cette partie-là. Mais on n'est pas à l'abri le matin du brevet des collèges que ça lui tombe dessus et qu'elle soit incapable de faire 2 mètres sans vomir, voilà. Et c'est là où vient extrêmement compliqué. Oui, c'est là aussi où il y a une inégalité. C'est qu'en fait, dans les années où il va y avoir des examens et brevets, bacs, etc., en fait, s'il n'y a pas un traitement efficace contre l'endométriose, c'est une perte de chance scolaire. Hein. Et donc, en fait, ça finit par être proche de la phobie scolaire pour certaines, parce qu'en fait, elles se disent, si jamais mes règles arrivent, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait jamais exactement, en tout cas au départ, quand vont arriver les règles, comment ça va se passer. Donc, elles ne veulent pas y aller par anticipation, elles ne veulent pas y aller pendant. Et donc, c'est une crainte perpétuelle, en fait. Et puis, il y a l'aspect épuisant qui fait que même une fois la crise passée, il faut quand même 2 à 3 jours pour s'en remettre parce que c'est vraiment, on le voit visiblement, c'est une souffrance hors norme.
Donc, c'est pour ça qu'en fait, alors quand même, la pilule a révolutionné la prise en charge de l'endométriose parce que les antidouleurs ne sont pas forcément suffisants ou alors il faut prendre des antidouleurs qui sont très puissants, qui ont des effets secondaires aussi. Il y a quand même plus de confort sous pilule, mais certaines nécessitent malgré tout de prendre des antidouleurs même sous pilule et ne sont pas forcément soulagées. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un vrai problème de santé publique. Hein. C'est un vrai problème de santé publique, c'est un vrai problème d'égalité et c'est un problème de diffusion de l'information. Ouais. Parce que quand on est confronté à ça dans les établissements scolaires, si on a la chance d'avoir une infirmière dans l'établissement scolaire, les jeunes filles arrivent à en parler et à s'ouvrir. Si on n'a pas d'infirmier ou d'infirmière, c'est compliqué. Si on est face à des interlocuteurs exclusivement masculins, c'est pareil, ça devient très vite un peu délicat pour Oui, bien sûr. en parler. Et puis voilà, moi je sais typiquement qu'on a dû abandonner le PS en classe. Oui, c'est ça. Parce que c'était plus gérable, parce qu'en plus on était confronté à un enseignant qui n'était pas forcément très ouvert sur certaines questions, et pour lequel c'était plus facile de mettre en place une dispense totale que d'envisager qu'ils comprennent que de temps en temps. Oui, mais ça, c'est scandaleux, typiquement. Alors, dans les moments où c'est très douloureux, je comprends, mais là, en fait, c'est de l'exclusion. Ouais. C'est presque de la discrimination. C'est terrible. C'est le cas. Donc, on a pu y revenir cette année avec l'installation de la pilule. On a pu retravailler un peu. Voilà, elle y va quand elle peut, tout simplement. Mais c'est vrai que c'était pendant longtemps, enfin pendant ces 3 premières années de collège, ça a été quelque chose de terrible, quoi. Bah, un handicap, ouais. Alors, en fait, là, je réponds à une question. L'endométriose, oui, est reconnue comme une réelle maladie et maintenant, en fait, il y a une prise en charge en ALD, 100%. Enfin, ça fait partie des pathologies qu'on peut prendre en charge 100%. Alors, c'est pas une endométriose découverte fortuite. En fait, il faut qu'il y ait un certain nombre de critères pour le faire rentrer en prise en charge par la sécurité sociale. Mais oui, c'est vraiment reconnu comme une maladie. Oui, comme une affection longue durée, ALD. Il y a Oui. Madame Lépine qui a levé la main, je crois qu'elle voulait peut-être poser une question. Ouais, c'était surtout aussi peut-être pour rebondir sur justement, enfin, ce que vous disiez là, l'intérêt vraiment, je pense, de former aussi les équipes éducatives, mais que ce soit, enfin, l'ensemble, parce que comme vous disiez aussi, enfin, moi je le vois en intervenant en établissement scolaire, l'infirmière n'est pas tout le temps présente. Enfin, il peut y avoir aussi parfois en fait des besoins qui sont pas forcément comblés, donc et des absences aussi, ou une infirmière qui va être à mi-temps et en fait qui essaye aussi d'être aussi présente que possible les jours où elle est là, mais qui malheureusement en fait n'est pas à temps plein. Avec des établissements qui n'ont pas du tout d'infirmières non plus. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu aussi de pouvoir former en fait l'ensemble des profs, mais notamment aussi même ne serait-ce que former à l'accueil de la parole, parce que vraiment essayer d'instaurer un climat qui soit juste le plus bienveillant possible pour qu'on puisse se sentir à l'aise, parce que encore aujourd'hui ça reste malheureusement un sujet encore trop peu, en fait, dont on parle encore trop peu facilement. Donc voilà, c'était juste plus pour... Et c'est surtout, en fait, j'ai vu passer dans les questions aussi à un moment, je pense que ne serait-ce que d'être entendu, être écouté, en fait, et qu'on dise, si je dis que j'ai mal, c'est que j'ai vraiment mal, en fait. Voilà, je fais pas semblant. Et en fait, l'écoute, déjà, ça ne veut pas dire en fait qu'il faut absolument donner des médicaments, etc. Mais dire voilà, j'ai compris que tu avais mal et je l'entends. Bah, ça, c'est déjà important. Alors après, il y a peut-être un travail à faire effectivement pour qu'il y ait de toute façon une infirmière scolaire tous les jours à l'école, enfin dans les établissements scolaires, et qu'elle soit formée. Peut-être qu'il faut qu'on passe aussi pour leur, en fait, leur apprendre un petit peu les questions à poser. Et puis les signes qu'elles doivent rechercher, etc., etc. Je ne sais pas en fait si je parle à la fin, je crois, des PAI, mais j'ai entendu quelqu'un parler de PAI tout à l'heure. Oui, c'est moi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est bien de pouvoir mettre en place ça pour l'endométriose, enfin pour les douleurs de règles. Ouais. Oui, et surtout le confort qu'a apporté le PAI, il n'était pas du côté de la connaissance de la part de l'infirmière ou de la part de voilà, mais il était surtout de l'absence de questions. Oui, c'est ça. Alors, en fait, ce qui serait bien, c'est de pouvoir grouper les deux. C'est-à-dire, en fait, qu'elle puisse aller parler avec l'infirmière, parce que parfois, c'est peut-être juste échanger aux questions douleur, et puis voilà, et puis prendre son traitement. Mais je pense qu'il y a des progrès à faire là-dessus, oui. Mais de la même façon qu'il y a des progrès à faire pour la vitesse du diagnostic de l'endométriose, mais tout ça va ensemble.
Oui, parce qu'effectivement, je dois reconnaître qu'on a eu de la chance dans la mesure où on est tombé sur les bons interlocuteurs au bon moment et où dès qu'elle a eu 12 ans, on était sur cette piste-là, hein, cette investigation-là. On n'a pas eu à attendre, 5, 6, 10 ans, Ouais. en se disant que c'était, juste, dans sa tête, que c'était juste, voilà, on a eu cette chance d'aborder la problématique par les bons interlocuteurs. Bah oui, donc c'est pour ça que plus on forme les gens, possiblement plus il y aura d'interlocuteurs de cette qualité, en fait. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Les conséquences de la précarité menstruelle. Alors oui, donc si elles ne sont pas correctement gérées, les règles peuvent interrompre la vie quotidienne des filles et des femmes. Les adolescentes en particulier connaissent parfois des règles très douloureuses, on en a parlé, qui peuvent affecter leur assiduité et leurs résultats scolaires. Le manque d'installation et de matériel adéquat, les restrictions imposées au déplacement des filles pendant leurs règles et le sentiment de honte ou de malpropreté contribuent à l'absentéisme scolaire des filles. Ces obstacles poussent un grand nombre d'entre elles à ne pas se rendre à l'école à un moment crucial où le risque de décrochage des filles est très élevé. Bon, ça met en mots ce qu'on a déjà dit. Voilà. Alors, donc, je ne le présente pas, mais voilà, l'association Règles élémentaires, merci d'exister, parce que vraiment, en fait, moi, je l'ai découvert en préparant cette présentation. Je me dis, waouh, quel boulot, quoi. Donc, c'est une entreprise. Merci beaucoup. Donc, c'est une équipe permanente, un siège social à Paris, des antennes régionales. Ça, vous l'avez déjà dit, je ne vais peut-être pas tout redétailler. Ça permet quand même, je pense, le développement de la distribution, de la sensibilisation sur tout le territoire français. Donc, merci du travail que vous faites. 15 millions de protections périodiques collectées et redistribuées depuis 2015, 10 000 personnes sensibilisées via des ateliers et des événements qui ont été organisés, 1 200 000 mois de règles couverts pour des femmes en situation de précarité menstruelle. Franchement, bravo. Merci. Voilà. Alors, j'ai trouvé d'autres choses intéressantes à Lyon, à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. D'ailleurs, ça devait être le 28 et pas le 21. Il y a eu une boîte de collecte de protection hygiénique qui a été installée à l'hôtel de ville. Donc, je pense que c'est des initiatives qu'on pourrait, mais c'est vous aussi, hein, règles élémentaires. Donc, on pourrait mettre. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est à l'école, en fait, mais peut-être qu'il pourrait y avoir ce genre de choses dans les écoles aussi, non? En fait, non, pardon, juste pour vous couper, on en a parlé aussi tout à l'heure, justement, c'était aussi, il y avait un vrai enjeu plus de plaidoyer. À la fois, en fait, l'installation des distributeurs, c'est plutôt au niveau étatique. Donc, en tout cas, on accompagne voilà, les écoles à pouvoir les installer, mais à répondre à des appels à projets pour que les établissements puissent en avoir. Et en effet, il y a aussi un vrai travail de plaidoyer, puisque là, enfin, après aussi avec évidemment d'autres associations, mais on a aussi poussé pour que les protections elles soient accessibles au plus grand nombre et elles seront, les protections du moins réutilisables seront gratuites pour les personnes de moins de 25 ans à partir de l'année prochaine. Donc Oui, ça fait c'est aussi ça. partie de cette mobilisation. Ouais. Alors, j'ai trouvé aussi, je ne sais pas si vous, de Règles élémentaires, vous connaissez, l'association Nouveau Cycle en Nouvelle-Aquitaine. Donc, eux expérimentent en fait depuis 3 ans la gratuité des protections périodiques réutilisables. Donc, comme ça a été voté chez nous, mais enfin, c'est pas pour tout de suite d'ailleurs. Donc, il y a plus de 1000 protections menstruelles réutilisables qui ont été distribuées avec l'aide des pouvoirs publics en 2022. Et donc, suite à l'annonce de la Première ministre du remboursement des protections réutilisables pour les moins de 25 ans à partir de 2024, l'association s'est exprimée sur la nécessité d'aller encore plus loin dans la lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Et donc, eux, ils avaient déjà expérimenté ça auparavant. Ils demandent effectivement ce qu'on disait, en fait, à des solutions concrètes et peut-être effectivement l'extension de ces initiatives. Donc, j'avais également retrouvé au ministère de la Santé, donc après des expérimentations menées en 2020 auprès des femmes et des filles en situation de précarité, le gouvernement a augmenté à 5 millions d'euros le budget consacré à la lutte contre la précarité menstruelle en 2021. Je pense qu'à terme, l'idée, c'est pas de réserver aux patientes, aux filles de plus de 25 ans ou de moins de 25 ans, mais à toutes les femmes en fait qui sont en situation de précarité, quel que soit leur âge, l'accès aux protections périodiques. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, il y a eu une proposition de loi à l'Assemblée nationale, je ne vais pas la lire en entier, hein, mais qui a été enregistrée le 25 avril 2023,
justement dans ce sens pour lutter contre la précarité menstruelle. Donc j'espère, et c'est effectivement une bonne nouvelle, que les choses vont bouger dans les années à venir. Ça résume un petit peu ce qui a été présenté à l'Assemblée nationale. L'idée, c'est effectivement la gratuité des protections menstruelles pour toutes les personnes et pas uniquement dans une certaine catégorie d'âge. Voilà. Voilà, donc le PAI, voilà, on en a déjà passé aussi. Donc, mise en place du PAI pour les jeunes filles dont les règles sont particulièrement douloureuses. Moi, je ne savais pas, en fait, si ça avait déjà été mis en place de façon massive, mais visiblement, non, c'est encore au compte-gouttes. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut travailler aussi dans tous les établissements. Alors oui, j'ai parlé aussi, pas que à l'échelle française, mais au niveau international. Il y a plusieurs organisations aussi dans des pays qui, peut-être plus pour des questions sanitaires, en fait, ont une population en état de précarité menstruelle. Et il y a énormément, en fait, peut-être pas encore suffisamment, d'actions qui sont menées. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, mais merci à ces associations d'exister pour faire en sorte que les choses évoluent et s'améliorent dans les années à venir. Oui, espérons que cette loi passe, ça c'est sûr, pour déjà commencer en France. Je crois que j'ai terminé. Le chemin est peut-être encore long et sinueux, mais ensemble, nous pouvons améliorer le quotidien de ces femmes en situation de précarité menstruelle. Voilà, j'espère. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une remarque. ALD est prise en charge des diagnostics 7 ans après. Madame le Docteur, si vous pouviez préciser. Alors, j'imagine, en fait, c'est pour savoir si on peut rétrospectivement demander une ALD si le diagnostic a été fait il y a 7 ans. Donc, en fait, si c'est le cas, oui, en fait, je pense que si aujourd'hui on a les critères d'inclusion dans une ALD, en fait, l'endométriose, elle est toujours là, même si elle est moins symptomatique. Oui, on peut faire la demande.